Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne, ravi de passer cette petite heure en direct avec vous. Ce matin, notre invité fil rouge, c'est Pierre Vital Gérard, chanteur et guitariste du groupe rennais Santa Cruz. Après l'élégant album acoustique Micro-Organe, sorti en 2014, c'est le temps des retrouvailles autour d'un 6e album studio intitulé Now on Here, qui sort demain. Il est là pour nous en parler ce matin en avant-première. Comme chaque semaine, nous vous raconterons la Bretagne à travers les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Au menu ce matin, une rencontre avec l'inventeur de l'autorama, l'ancêtre du GPS, une archive qui date de 1965. Dans notre rubrique santé, nous ferons un zoom sur le cerveau. Peut-on améliorer nos performances en le stimulant? Voilà quelques-unes des questions. Comment les sportifs préparent-ils leurs biceps et leur cortex? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les scientifiques répondront à l'occasion de la semaine du cerveau du 12 au 18 mars, partout en France et donc en Bretagne. Deux de ses organisateurs, Marc Vérin et Manon Offray, sont avec nous. Un petit rappel à la loi ce matin également sur vos risques en cas d'infraction routière, excès de vitesse, conduite en état d'ivresse ou avec des stupéfiants. Quelles sont les sanctions que vous encourez? Nous ferons le point avec maître Gwendoline Teunier, une piqûre de rappel qui voudra aussi, vous le verrez, pour les cyclistes. Enfin, nous inaugurons une nouvelle rubrique ce matin. Il sera question de vintage et de l'histoire des objets anciens en compagnie de Pascal Guisset. Sans oublier, en fin d'émission, le débriefing inspiré de la comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le menu du jour. Ok. Arthrose, jambes lourdes, surpoids. 18 jours. Nous avons 18 jours pour soulager vos douleurs, réduire votre consommation de médicaments et préserver durablement votre santé. 9 mois après leur cure, 69% des curistes interrogés par la chaîne thermale du Soleil estiment leur état de santé meilleur. Demandez conseil à votre médecin. Chaîne thermale du Soleil agit naturellement pour votre santé. Tu savais qu'avec la convention obsèque d'Aviva, je suis couverte immédiatement. Et j'ai pas besoin de passer de visite médicale. Tu savais ça? Je peux voir, ma chérie? Appelez vite le 0800 203 203. Convention obsèque, parlons-en ensemble. Oui, SNCF, libère vos envies de voyage. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Le comprimé agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ou le suppositoire pour un soulagement en moins de 30 minutes. Le soir Dulcolax, le matin relax. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Combien d'hôtels compare Trivago? 1000? 10 000? 100 000? Trivago compare désormais plus d'1 million d'hôtels pour vous aider à trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel? Trivago. Grâce à Comme J'aime, Erika a perdu 15 kilos. Le déclic, ça a été votre belle-sœur qui avait perdu 31 kilos. J'ai vu que c'était très facile, donc j'ai pas hésité. Quand vous dites que la méthode Comme J'aime est facile, ça veut dire que vous n'avez pas de course à faire? Rien à faire, prendre le plat, le mettre au micro-ondes et c'est prêt. Alors testez une semaine, c'est gratuit. 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners, gratuits. Et vous perdrez 2 kilos la semaine prochaine. Appelez le 0800 03 03 03 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Votre prothèse dentaire semble tenir parfaitement, mais il arrive qu'elle bouge, du matin jusqu'au soir. Ça suffit. Utilisez la crème adhésive Fixodent Plus. Avec une seule application, elle vous offre un maintien parfait jusqu'à la fin de la journée. Fixodent, presque aussi fort que des dents naturelles. Ceci est un dispositif médical. Voilà! Il est là! Avec liligo.com, attrapez le bon vol, train, bus ou covoiturage en un seul clic. C'est le bon lait du pays alpin qui donne au chocolat Milka toute sa tendresse.
Pain et chocolat au goûter, l'assurance d'un goûter simple et gourmand. Milka, de la tendresse à l'intérieur. Ceci est un message pour les visiteurs du Futuroscope. Emportés jusqu'au ciel par le spectacle nocturne, les visiteurs passent toute la nuit la tête dans les étoiles. Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Moins 25% sur votre séjour en réservant sur futuroscope.com. La soupe chaude Alvaille. Alvaille, la plus chaude des soupes chaudes. Et découvrez toutes mes recettes de soupe chaude très chaude au rayon frais. Jack Reacher, Jack à la naissance, pas de surnom, pas de deuxième prénom, est un fantôme. Pas de permis de conduire, pas de domicile fixe, pas de carte de crédit, pas de boîte postale, portable, email. Il a servi en majeure partie dans la police militaire et de la vie de tous, un brillant enquêteur. Et un fouteur de merde aussi. Manifestement, on ne le trouve pas s'il ne veut pas qu'on le trouve. Qui êtes-vous, monsieur? Tom Cruise. Insaisissable Jack Reacher, ce soir à 20h55 sur France 3. Retrouvez votre film avec disonsdemain.fr, le numéro 1 des sites de rencontres dédiés aux plus de 50 ans. Passez un moment vraiment smart devant votre film avec Sofinco. Sofinco, Smart Money, Smart Life. Retrouvez 9h50 le matin avec Nature House, suivi diététique pour perdre ses kilos. Nature House, plus de 25 ans d'expérience dans la perte de poids. Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors ce matin, notre invité fil rouge, c'est Pierre Vital Gérard, chanteur et guitariste du groupe rennais Santa Cruz. Après l'élégant album acoustique Micro-Organe qui était sorti en 2014, c'est le temps des retrouvailles autour d'un nouvel album, un 6e album studio intitulé Now on Ear qui sort demain. Il est là pour nous présenter en avant-première. Comme chaque semaine, nous vous raconterons la Bretagne, vous le savez, à travers les archives de l'INA. Eh bien, au menu ce matin, une rencontre avec l'inventeur de l'autorama. Qu'est-ce ? Eh bien, c'est l'ancêtre du GPS, une archive qui date de 1965 et qui nous sera présentée par Erwan Le Gall. Dans la rubrique santé, nous ferons un zoom sur le cerveau. Peut-on améliorer nos performances en le stimulant ? Comment les sportifs se préparent-ils avec leurs biceps et leur cortex ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les scientifiques répondront à l'occasion de la semaine du cerveau qui se tiendra du 12 au 18 mars, un peu partout en France et en Bretagne, bien évidemment. Deux de ses organisateurs, ici Marc Vérin et Manon Offray, seront avec nous. Un petit rappel à la loi également en cette matinée sur vos risques en cas d'infraction routière, excès de vitesse, conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Quelles sont les sanctions que vous encourez ? Nous ferons le point avec maître Gwendoline Ténier, une piqûre de rappel qui vaudra aussi, on ne le sait pas forcément, pour les cyclistes. Enfin, nous inaugurerons une nouvelle rubrique ce matin. Il sera question de vintage et de l'histoire des objets anciens en compagnie de Pascal Disset. Sans oublier, vous le savez, en fin d'émission, le débriefing de notre chère comédienne Catherine Bossard, toujours inspirée bien entendu. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour Pierre Vital Gérard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au chant et à la guitare, vous représentez ce matin le groupe rennais Santa Cruz. Vous êtes originaire de Guingamp et c'est là-bas d'ailleurs que vous avez eu votre premier groupe à 16 ans, me semble-t-il. Hein, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, ouais, à 16-17 ans. Ouais. Un groupe qui s'appelait Comeback Igor. Comeback Igor. Ouais. Alors pourquoi Igor ? Un rapport avec les Bogdanov ? Non, je ne sais plus, mais c'était... Bon, Igor. Voilà, une petite inspiration russe peut-être. Ouais. Allez, nous on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Je vous propose de tirer d'abord un premier petit papier, je vous en prie, allez-y. On va voir d'où viennent les autres inspirations. Alors, Elvis. Ah, Elvis. Elvis, ouais, c'est quelque chose que j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant. C'était dans la discographie de mes parents. Puis il se trouve que notre album de 2013 s'appelait Elvis in Acapulco. Et donc voilà, Elvis a toujours fait un peu partie de ce que j'écoutais. Ouais.
Ils sont très rock, vos parents, c'est ça? Beatles, ils écoutaient les Birds. Ouais, mais en fait, c'est cette génération-là aussi, quoi. C'est des générations 60, des années 60, quoi. Donc, vous avez été baigné là-dedans. Ouais. Allez, on va voir ce qui a fait un petit peu la suite de l'histoire du groupe Santa Cruz. Je vous propose un deuxième petit papier. Le studio Cocoon. Studio Cocoon. Où est-ce qu'il est, ce studio? Alors, le studio Cocoon, c'est un studio associatif qui se trouve à Verne-sur-Sèche. Donc c'est pas un studio commercial près de Rennes, oui. Et donc c'est une asso qui gère ce studio et qui permet aux groupes qui font partie de l'association, et puis il y a aussi pas mal de groupes extérieurs, de venir enregistrer pour pas très cher. Et donc ça permet une liberté artistique plus grande que quand on vient payer un studio à la journée très cher. Donc voilà, c'est un studio qui existe depuis 20 ans au moins. Et dans lequel pas mal d'albums ont été enregistrés. Voilà. Dans le vôtre. C'est ça, en fait, c'est cette semaine passée dans ce studio qui a permis... c'est l'histoire du premier album, ça, oui. Alors, le nouvel album n'a pas été enregistré là, mais on en a fait 5 là-bas. Mieux Sec a fait un album là aussi. Voilà, Françoise Breu, enfin, pas mal, Laetitia Sheriff, pas mal de gens. Et ça, voilà, c'est Christian Alliot qui est à l'origine de ce studio-là. Et ça a aidé pas mal de groupes à Rennes, ouais. Alors vous avez sorti votre premier album grâce à ce studio, mais en fait c'est marrant parce que vous n'aviez pas encore de nom. Souvent c'est un peu à l'inverse, le groupe n'avait pas de nom à ce moment-là. Oui, le groupe s'est créé après une semaine de studio en fait. Justement, ce studio-là permet ça, de tester des choses entre musiciens, des connaissances. Moi je ne connaissais pas bien tous les membres du groupe à l'époque. On a passé une semaine de studio ensemble. J'ai présenté quelques chansons à moi, et à l'époque il y avait aussi Bruno Green, on était 2 chanteurs à l'époque, et la moitié, voilà, une semaine de studio, ça a fait 14 chansons, et on s'est dit à la fin que c'était assez cohérent pour en faire un album, et donc il fallait à ce moment-là qu'on trouve un nom de groupe, et c'est comme ça que Santa Cruz est arrivé. Né, ouais. Voilà. Bon. Alors on va continuer à remonter le temps, hein. Vous restez avec nous, Pierre Vital. On va se plonger tout de suite dans les archives de l'INA. Ce matin, nous allons prendre les petits chemins, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Un reportage savoureux que va nous commenter Erwan Le Gall. Bonjour Erwan. Alors le reportage que vous nous présentez ce matin date de 1965 et nous emmène sur les routes de la vallée du Scorff dans le Morbihan. Oui, exactement. On va partir avec un inventeur qui a l'ingéniosité, qui développe un appareil qui n'est pas sans faire penser au lecteur de roadbook qu'utilisent les concurrents des rallye raids comme le Paris-Dakar. C'est la manière d'essayer de répondre pas très bien à un besoin, mais qui permet de poser des bonnes questions. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on va regarder tout de suite. Alors nous allons où là, monsieur Fouquet? Dans la vallée du Scorff. Oui. C'est une des plus belles régions, je crois, du Morbihan. Oui, très jolie. C'est pittoresque du Morbihan. Oui. Faut dire que la route est belle, hein, avec tous ces pins là. Fait, oui. C'est agréable. Presque dans le midi. Presque, oui. C'est qu'il fallait tourner. Aïe! On va tout de suite. Ah! Oh, écoutez, avec ces petites routes là, alors on ne sait jamais comment on fait. Je vais faire une marche arrière. Oui. Enfin, ça n'arriverait pas si on a vu ma voiture. Votre voiture, pourquoi donc? Elle est équipée avec l'appareil Autorama. Ah, l'Autorama. Et vous croyez que je n'aurais pas manqué mon carrefour? Oh, certainement pas, non? Mais écoutez, je vous propose une chose, hein, oui. C'est de changer de voiture. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Alors cet Autorama. L'appareil en question est assez simple. Il consiste en un boîtier, un appareil photographique pour ainsi dire, dans lequel est un chargeur avec film impressionné de l'itinéraire routier. C'est cela. Au fond, vous avez reproduit une carte à une certaine échelle. Exactement. Sur un déroulement continu. C'est exact. Quelle est l'échelle? À peu près 1 cm du kilomètre. Alors en bordure ici, nous avons donc les distances kilométriques. Et tous les symboles qui vous renseignent. Ah voilà la fameuse départementale 110 que je viens de manquer. Les 110 qu'on aurait pris avec cet appareil facilement. Cela, oui. Nous sommes partis de Plouet par conséquent. Oui. Nous avons traversé. Ici, cela indique quoi alors? Qu'il faut prendre la deuxième à gauche dans la localité, qui est la N169. C'est cela. Et ensuite, nous continuons et nous arrivons à ce carrefour qui est la D110. Bon.
assez étonnant quand même comme archive. Alors on voit, hein, c'est écrit à la main, c'est artisanal quoi. Très artisanal et pas très neuf malheureusement, puisqu'on retrouve un ustensile de ce genre dans les années 20 en bracelet-montre en Grande-Bretagne. Et puis surtout là, donc on est dans les années 60, et là on voit en fait que la pauvre invention l'invention de ce pauvre monsieur, elle est obsolète dès le départ, puisque les années 60, aux États-Unis, Richard Nixon lance pour une application militaire développement de géolocalisation par satellite. Ça deviendra le programme GPS. Alors, à utilisation militaire, parce qu'on est en contexte de guerre froide, il faudra attendre les années 2000, l'année 2000, même Bill Clinton, pour avoir une utilisation civile, l'autorisation de capter ce signal, et ça sera notre GPS. Alors, il y a un véritable besoin pour ce type d'appareil, hein, forcément. Oui, il y a un véritable besoin, et c'est pour ça. Cette invention, on ne peut pas l'acheter comme ça à la poubelle. Elle fait naître, elle matérialise des besoins qui sont réels et qui existent encore aujourd'hui. L'invention, Fernand Leréec, donc le journaliste de l'ERTF, le dit bien. C'est rigolo, on voit la voiture de reportage qui est magnifique. En plus, on dirait celle de Ghostbusters, elle est absolument géniale. Dit bien, avec ça, vous ne pourrez pas vous perdre, donc vous pourrez aller visiter l'arrière-pays. Donc c'est intéressant parce qu'on voit la fracture entre Armor et Argoat en Bretagne, entre le littoral et l'intérieur des terres, qui existe toujours cette fracture, mais en même temps on voit déjà l'émergence d'applications économiques et notamment touristiques qui elles sont extrêmement contemporaines puisque c'est les enjeux de la publicité géolocalisée et ça c'est bien d'aujourd'hui. Donc il faut quand même lui rendre à César ce qui est à César. Il est quand même un peu révolutionnaire cet inventeur, même si c'est suranné, presque obsolète dès le début. Oui, il y a un truc quand même. On aura je crois une intervention sur le droit de la sécurité routière tout à l'heure. Ouais. Bon, là, on est une période en 1965 où, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les voitures. Oui. Il faut attendre l'année d'après, 1966, pour que les constructeurs soient obligés d'en apposer, 1973 pour qu'elle soit obligatoire, le port, mais encore uniquement à l'avant. Et aujourd'hui, on n'a même plus le droit de téléphoner au volant. C'est sans doute une bonne chose. Alors, manipuler votre autorama qui n'est pas très lisible, je ne suis pas persuadé que ce soit très visionnaire de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Vital? Une innovation comme celle-là, c'était rigolo quand même. Ouais, c'est assez étonnant de voir ça. Je ne pensais pas que des gens avaient pensé à ça déjà à cette époque-là. Puis encore plus étonnant, l'anecdote de la montre dans les années 20, là, c'est vraiment... on voit que le progrès prend des chemins... assez étonnant parfois. Des routes, des petites routes de campagne, parfois. On revient à vous, le groupe Santa Cruz, hein, Pierre, on l'avait quitté il y a 3 ans avec un très bel album, Micro-Organe, qui était sorti en 2014. C'était un disque charnière pour le groupe qui proposait une relecture acoustique. Pourquoi cette volonté d'acoustique à l'époque ? On avait voulu graver sur un album les concerts qu'on faisait beaucoup à l'époque et qu'on a continué après, c'est-à-dire des concerts acoustiques dans une forme assez spéciale, c'est-à-dire on jouait en rond avec le public tout autour de nous. On avait commencé ça sur une proposition de Claude Guinard des Tombées de la Nuit à Rennes en 2009 et ça nous avait plu... on ne pensait pas que ça nous plairait autant de faire ça en acoustique. Et donc on a développé ça jusqu'en 2014 et on a fini par enregistrer cet album que les gens nous réclamaient en fait quand on faisait les concerts acoustiques. On n'avait pas de version acoustique à leur proposer en album. Donc on a fait cet album-là pour ça aussi. Je vous propose qu'on se rafraîchisse la mémoire justement avec un extrait d'un de ces concerts acoustiques sous chapiteau. C'était en 2013 avec ici le morceau Before the Rain et Christian Beuchet à la réalisation. Spinning round faster and
I did it wrong. Don't leave me waiting too long. I know every smile might be your last. You better get out while you still can. Before the rain falls, before the rain falls, before the rain falls on you. Before the rain falls, before the rain falls, before the rain falls on me. My head's spinning round, faster and faster. Here I stand on the edge of disaster. Before the rain falls, before the rain falls, before the rain falls on me. Before the rain falls, before the rain falls, before the rain falls on me. Superbe live, grand moment, hein. Vous aviez surpris tout le monde à l'époque parce que ça confirmait la volonté du groupe de proposer finalement une lecture différente de son style à chaque nouvel album, quoi. C'est un peu votre touche, ça, Santa Cruz. Vous nous surprenez à chaque fois. Ouais, on essaye de se renouveler, de se faire plaisir aussi à nous pour avoir des nouvelles inspirations, des émotions un peu différentes. Donc ça passe par une nouvelle instrumentation, des arrangements un peu différents, etc. Mais bon, après, ça reste des chansons avec des couplets, des refrains. Enfin, voilà, la forme ne change pas trop, quoi. L'inspiration du rock américain, ça vient d'où? Pourquoi ça vous tient à cœur comme ça à tous? Ça, c'est des parcours musicaux sur lesquels on se retrouve tous, hein. On écoute plein de choses différentes. Mais je crois que c'est le style qui est comment dire, au carrefour de toutes nos influences. C'est ça. Même si aujourd'hui, on s'en échappe un petit peu en allant vers plus de pop. Mais oui, le rock américain de la côte Est en particulier, ça nous plaît bien. Ouais. Bon, on parlera tout à l'heure de votre nouvel album, hein, justement un peu plus pop, Now on Here. Je vous propose maintenant de partir direction le centre-Bretagne, le Crest-Brace comme on dit. Là-bas aussi, il se passe plein de choses au niveau culturel. Eh bien, c'est un reportage de Sylvain Saliou et Clément Hubert. C'est le cours de Canandiscan, chant traditionnel breton. Ces enfants apprennent le breton à l'école. Ici, un soir par semaine, ils le chantent. C'est une autre manière de parler breton, d'apprivoiser la langue aussi, tout en chantant, en dansant. Et tu chantes, Lugalé. Merci, Brasse. L'école de musique de Rostrenin a été créée par des parents en 1993, histoire d'offrir à leurs enfants la même chance qu'aux petits citadins. Elle fait la part belle à la danse et à la musique traditionnelle, mais pas que. Guillaume a commencé le violoncelle en septembre dernier, dans cette école qu'il connaissait mal. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choix, autant d'instruments proposés quand même. L'école de musique a plusieurs antennes dans le Crest-Brace. À Guarec ou Pôle, elle organise aussi des concerts dans les églises ou les cafés.
parfois, on a des conservatoires qui restent beaucoup en interne dans leur lieu, parce qu'ils ont un superbe équipement. Il suffit de regarder, je pense à Brest par exemple, où il y a un superbe auditorium. Évidemment, on est tenté de faire tout dans cet auditorium, et c'est très bien parce qu'acoustiquement c'est génial. Ici, on n'a pas cet équipement, donc on fonctionne différemment et on sort vraiment des bâtiments, et ce qui permet sans doute peut-être de faire connaître cette action et de faire en sorte qu'une part représentative de la population soit concernée par l'action musique dans ce théâtre. Ok, donc Titouan, Elena, Maëlys, vas-y Titouan. L'école de musique a aussi ses entrées au collège Édouard Herriot, grâce à cette classe à horaire aménagé musique. Ces jeunes ont 1 heure d'instrument à l'école de musique et 3 heures de chant et d'instruments en groupe au collège. Le répertoire est assez libre. Ce jour-là, les 4e et les 3e répètent un morceau qu'ils ont choisi. Souvent quand je joue de l'harpe, c'est que je suis tranquille à la maison ou que je suis ici en chambre avec tout le monde, et c'est vraiment sympa. En cours, c'est nous qui comptons le prof, tout ça, là c'est nous qui jouons. Pour le collège, c'est un plus parce que ça donne une vie musicale à l'établissement. On entend de la musique à peu près tout le temps dans l'établissement. Les collègues s'en plaignent pas, mais je sais que parfois, il faut que j'évite d'avoir les fenêtres ouvertes quand il fait beau. Ces jeunes ne sont pas prêts d'oublier leurs années collège. Et comme chaque année, depuis que cette classe existe, beaucoup continueront la musique au lycée. Je me baladais, j'étais perdue. Ok, c'est bon. Voilà des vocations qui sont en train de naître en Centre-Bretagne. Vous y jouez régulièrement, Pierre Vital ? Centre-Bretagne, il n'y a pas beaucoup de lieux pour jouer, à part... il y avait à Calac, il y avait un endroit pour jouer, par exemple, les Vieilles Charrues à Carhaix, mais sinon, des endroits où il y a régulièrement des concerts, j'en vois pas beaucoup en Centre-Bretagne. Il y a plus de choses sur les côtes ou sur les villes un peu plus importantes. Erwan, la culture en Centre-Bretagne se développe malgré tout, de toute façon. Oui, évidemment. c'est un vrai enjeu, mais c'est pas simple. Il faut mobiliser des collectivités territoriales et c'est pas forcément évident parce qu'on a la peur de la dépense publique, on a dans le cadre de la musique, on a la peur de nuisances, de bruit, va y avoir du monde, et dans les petits villages, c'est pas forcément simple. Je parle d'expérience, d'autres projets. Mais il y a plein de belles initiatives. Malgré tout, évidemment. On évoquait tout à l'heure l'ancêtre du GPS avec vous. On va retourner sur les routes, mais cette fois-ci pour un peu de pédagogie et un petit rappel à la loi, en l'occurrence au code de la route. Et pour cela, on reçoit Maître Gwendoline Ténier, qui est avocate à Rennes. Bonjour Maître. Alors si pour certains le respect du code de la route est forcément une évidence, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Votre pratique au quotidien nous le confirme. Exactement, on est d'accord que ça fait partie des infractions qui sont extrêmement réprimées par les tribunaux correctionnels ou parfois par d'autres voies de répression. Mais en tout état de cause, on a bien conscience qu'à la fois ce sont des éléments qui occupent le quotidien des conducteurs et qui ont des conséquences pour d'éventuelles victimes de toutes ces infractions-là. Alors détaillons, si vous le voulez bien, les infractions les plus fréquentes et les risques encourus. On commence par les excès de vitesse. Alors les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h, c'est le retrait de points assuré. Alors effectivement, les grands excès de vitesse, ils peuvent se diviser. C'est même assez étonnant parce qu'on est face à des situations où les personnes ont commis un excès de vitesse où ils roulaient à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Seulement, dans certains cas, il s'agit d'une contravention. Lorsque les personnes ne sont pas en récidive, dans un premier temps, c'est une contravention. Alors ça paraît même assez étonnant. Quelqu'un qui, effectivement, roule à 180, 190 sur une 4 voies va se voir pénalisé 2 500 € d'amende, d'un retrait de 6 points. Et toutes les conséquences qui peuvent aller avec tout ça aussi, une éventuelle confiscation du véhicule, des suspensions de permis, des interdictions de conduire, mais aussi parfois l'obligation de procéder à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. J'ai envie de dire c'est normal lorsqu'on a commis un tel excès de vitesse. Là où les choses se compliquent, c'est lorsque... C'est la récidive. La récidive, c'est toujours ça qui va effectivement compliquer une situation. La récidive va nous amener à passer à une autre catégorie d'infraction qui est finalement dans l'échelle des infractions, le délit. Et là, effectivement, les sanctions sont plus importantes. Et vous allez me dire, comparé à ce qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est encore presque rien. 3 mois d'emprisonnement encouru, 3 750 € d'amende, encore un retrait de 6 points. Et nous sommes dans une situation où là, il faut l'avoir en tête, la confiscation du véhicule devient obligatoire.
D'accord. Alors, une autre conduite à risque qu'on va évoquer maintenant consiste à rouler sous l'emprise de l'alcool. En la matière, la Bretagne est plutôt mauvais élève. À quel point vous pouvez nous donner des chiffres? Alors, on a la certitude qu'il y a par an à Rennes des audiences en lien avec les infractions route. Il y en a 52 par an à peu près d'audiences. Durant ces audiences-là, on sait qu'on évoque à tout le moins une vingtaine de dossiers à chaque fois. Et malheureusement, ma pratique m'amène à penser que majoritairement, il est question d'alcool dans ces audiences-là. Ça a un triste nom qui est utilisé par les professionnels du droit qui pratiquent souvent ces audiences. On les appelle les audiences muscadets. Pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui est devenu... on en rit, c'est vrai, parce que le terme est étonnant. Mais vous savez, c'est un peu le cynisme des praticiens d'une matière. On est rendu à appeler ça comme ça, puisqu'effectivement, en Bretagne, on est extrêmement touché par ce type d'infraction. Alors, quelles sont les sanctions, justement, très précisément? Alors, les sanctions... On va essayer de calmer tout le monde, on va voir. On se retrouve dans une situation qui, effectivement, s'aggrave. On est dans le cadre d'un délit. Nous sommes bien d'accord sur ce point. C'est quand une personne a été contrôlée et où son taux va être supérieur à 0,4 mg par litre d'air expiré. Donc, on est d'accord qu'on est au-dessus de la limite autorisée et dans ce cas-là, tribunal correctionnel. On s'expose à des situations, ou en tout cas des sanctions qui sont importantes, 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende, retrait de 6 points. Et là, on va encore une fois égrener toutes les possibilités qui s'ensuivent en termes de peines complémentaires. On va avoir les possibilités de confiscation de véhicules, de suspension du permis, d'interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur, parfois même un 2 roues aussi. On va avoir l'interdiction de repasser son permis de conduire pendant un certain nombre de temps. Encore une fois, c'est le tribunal correctionnel qui décidera de cela. Et je vous laisse imaginer la situation lorsqu'on se retrouve dans cette situation en état de récidive légale. Là, la confiscation du véhicule devient encore obligatoire. Et il n'est pas rare, au moins en Bretagne, puisque c'est là que j'ai pu voir ce cas souvent, que ces situations entraînent des emprisonnements fermes avec des mandats de dépôt à l'audience, des personnes qui partent immédiatement purger leurs sanctions en lien avec ces conduites en état alcoolique directement au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Bon, ça plombe un peu l'ambiance. Alors, après l'alcool, on va revenir aux stupéfiants maintenant. Quelles sanctions? On est dans une situation, effectivement, il ne faut pas la voir trop loin dans l'esprit. La France, c'est l'un des premiers pays consommateurs de cannabis. On est dans une situation actuelle où maintenant la tolérance zéro, parce que c'est la tolérance zéro, existe en matière de conduite sous stupéfiants. Il ne s'agit pas qu'un certain taux soit atteint, il suffit qu'il y ait la preuve qu'il y ait eu usage de stupéfiants, peu importe la quantité de stupéfiants, etc., pour que la sanction... Il n'y a pas de dosage, voilà. Puisqu'on est bien d'accord qu'en France, pour le moment encore, la consommation est interdite de tous les produits stupéfiants. Donc il n'est pas question de dosage. Le seul questionnement qui rentre en ligne de compte, c'est vous avez utilisé des produits stupéfiants, une prise de sang le prouve, par conséquent vous vous exposez à ce délit et à être jugé par le tribunal correctionnel, et on est sur des sanctions similaires à celles de la conduite en état alcoolique, étant précisé que si vous cumulez les deux, parce que ce n'est pas rare, conduite en état alcoolique et en ayant consommé des produits stupéfiants, la sanction, elle, augmente puisqu'on passe à une possibilité de 3 ans d'emprisonnement, 9 000 € d'amende et 6 points de retiré. Bon, alors, et pour les gens qui roulent sans permis, parce que ça, c'est aussi des cas de figure que alors, vous les gens voyez, qui roulent sans permis, malheureusement, c'est parfois consécutif à toutes les infractions que je vous ai énoncées à l'instant. Il y en a qui cumulent, quoi. Parce qu'effectivement, ces personnes-là se font suspendre leur permis, par exemple, annuler leur permis, mais malgré tout ont besoin de rouler pour aller éventuellement se rendre sur leur lieu de travail. Et c'est des personnes qui, malgré une interdiction, par exemple, vont conduire. Alors qu'il n'y a plus de permis de conduire, alors qu'une interdiction est en cours, ces personnes-là vont prendre le volant. Et je pense qu'il y en a effectivement beaucoup. On est dans une situation où, là encore une fois, on s'expose. C'est un délit, on s'expose à comparaître devant le tribunal correctionnel avec des sanctions qui sont loin d'être anecdotiques parce qu'elles s'apparentent à ce qu'on énonçait tout à l'heure pour les autres types d'infractions. On va conclure cette chronique avec les cyclistes, parce qu'on a beaucoup parlé des automobilistes, mais enfin, les cyclistes, ils ne sont pas à l'abri et pas exempts du code de la route. Alors, on est d'accord pour dire que... à aucun moment, un cycliste qui roule sur son vélo peut se voir retirer des points. Qu'on soit d'accord sur ce point, il ne peut pas se voir retirer des points. Ça a pu arriver parfois que des cyclistes se fassent contrôler et on leur remette un document qui venait leur énoncer que des points étaient retirés. Dans un cas comme celui-ci, gardez surtout le document, venir éventuellement et contacter un avocat pour discuter de cette situation-là, parce qu'il n'y a pas le droit de se faire retirer des points suite à une infraction avec son vélo. La différence et le problème qui se pose, c'est lorsque vous allez conduire votre vélo en ayant consommé des produits stupéfiants, en ayant bu de l'alcool.
vous vous exposez exactement aux mêmes sanctions que si vous conduisiez votre véhicule. Ça veut dire que vous pouvez vous voir suspendre votre permis de conduire ou annuler votre permis de conduire en cas de récidive, par exemple, si vous étiez sur votre vélo en état d'ivresse ou en ayant consommé des stupéfiants. Ça, les gens l'oublient souvent. Oui, mais ça, on ne le sait pas forcément. Effectivement, il faut l'avoir à l'esprit parce que les conséquences sont effectivement très compliquées. Merci, maître Gwendoline Teignier, de nous avoir éclairé sur tous ces aspects. On va repartir à pied là, vers la chronique suivante. Ce sera plus sécurisé. Ce sera plus sûr. Avez-vous l'esprit scientifique? On va voir que les sciences peuvent être ludiques. C'est en tout cas la volonté des organisateurs de la Semaine du Cerveau, un événement international qui se décline en France et donc en Bretagne. Pour nous en parler, nous recevons le professeur Marc Vérin, directeur de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, et Manon Offray, docteur en neurosciences. Bonjour Marc, bonjour Manon. Bonjour. Alors, vous nous donnez rendez-vous du 12 au 18 mars prochain pour un événement. Pendant une semaine, vous allez nous proposer 18 conférences, mais aussi des bars en sciences. C'est sérieux, ça, Marc Vérin, de parler du cerveau dans des troquets? Attention, parce que vous voyez qu'on ne reprend pas sa voiture après ni son vélo. C'est déconseillé. Alors, à pied. À pied. Oui, l'idée, justement, c'est de faire connaître les neurosciences d'un point de vue plus ludique qu'académique. Et d'ailleurs, les neurosciences vont clairement dans ce sens-là. On apprend mieux quand on apprend dans un contexte positif. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça, c'est de démystifier la science auprès du grand public, finalement. Absolument. Alors, c'est l'occasion de rencontrer des chercheurs, des médecins. Ils sortent de leur labo pour aller au-devant du public. Manon Offray, j'ai envie de vous demander, c'est une démarche naturelle, finalement ? Pas forcément pour tous les scientifiques et tous les médecins. C'est vrai que ça peut demander de l'adaptation dans la façon dont on va exposer nos travaux, dont on va exposer des termes qui, pour nous, sont des termes du quotidien et qui ne le sont pas du tout pour le grand public. Mais c'est extrêmement profitable pour tout le monde, pour les chercheurs comme pour les médecins, d'expliquer de façon accessible ce qu'on fait. Et pour le grand public, je pense que le cerveau, c'est quand même une thématique qui intéresse beaucoup de monde, notamment pour les maladies neurodégénératives, mais aussi juste pour comprendre comment on peut fonctionner, comment on peut s'améliorer. Et c'est vrai qu'on essaye depuis 2 ans là, de rendre accessibles les neurosciences à Rennes, puisqu'on est quand même extrêmement riche sur le territoire rennais de chercheurs, d'équipes et de médecins qui se mettent à disposition du grand public. Alors, le thème retenu cette année, Marc Vérin, c'est neurosciences et apprentissage. Concrètement, de quoi va-t-on parler? L'idée, c'est qu'on a beaucoup progressé ces 15-20 dernières années sur les connaissances des structures cérébrales qui sont appliquées dans l'apprentissage de tous ordres, y compris musical. C'est très à la mode, et l'idée c'est que ces pistes neuroscientifiques permettent de faire évoluer la pédagogie. Alors il ne s'agit pas de donner des choses extrêmement rigides, ce sont des pistes qui nous permettent d'envisager, d'améliorer la manière d'apprendre. En particulier, je parlais tout à l'heure de contexte positif, c'est un point très important, et non pas de manière coercitive comme on a peu malheureusement tendance à le faire en France depuis des décennies. Alors ça veut dire qu'on va évoquer la préparation mentale des sportifs, les troubles de l'apprentissage. Le cerveau, c'est sans fin, ces pouvoirs finalement. Est-ce qu'il y a encore des mystères à lever? Oui, sûrement. Avoir votre tête, oui. Non, on est en face d'un océan. Ah oui. Oui. Ouais. Mais on progresse et on a des outils qui sont maintenant extrêmement puissants pour explorer le cerveau humain. Et en particulier, ce que ligne Manon à Rennes, on a la chance d'avoir des équipes qui, dans le domaine de l'image, dans le domaine du signal électrique du cerveau, sont extrêmement performantes d'un point de vue non seulement national, mais international et mondial. Alors vous-même, Marc, vous animerez 2 conférences lors de cet événement, notamment l'une sur la mémoire du savoir-faire le 14 mars. C'est intéressant comme expression, la mémoire du savoir-faire, ça signifie quoi ? On s'intéresse en particulier dans notre équipe particulièrement aux structures profondes du cerveau qui sont appliquées dans les apprentissages, tout ce que l'on fait de manière automatique. Et en fait, dans notre activité de vie quotidienne, 90% de ce que l'on fait, on le fait sans y penser. Oui, quand vous marchez, quand vous parlez avec les mains, etc., on n'a pas besoin d'y penser, ce qui nous permet de libérer la surface du cerveau, le cortex, pour parler en marchant, par exemple, ou chanter, ou philosopher en marchant. Donc la musique, cette mémoire du savoir-faire, elle est utilisée appliquée dans l'apprentissage musical. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un paradoxe, en quelque sorte, pour les musiciens, où on ne peut pas créer, comme vous le faites, des belles choses sans qu'il y ait eu un travail préalable d'automatisation, de travail pendant des décennies pour apprendre. Et en même temps, le cerveau se libère de ces phénomènes automatiques pour créer du nouveau. Donc il y a une sorte de paradoxe. Mais, oui, c'est paradoxal quand même. Et oui. Donc en fait, il y a la profondeur qui s'occupe de l'automatisme et puis la surface qui s'occupe de la créativité en quelque sorte. Et c'est vrai en musique, mais c'est vrai... Non, je l'apprends.
Intéressant. Manon Onfray, vous êtes l'organisatrice de la semaine à Rennes. Le 16 mars, vous animerez une rencontre bar en sciences sur le thème du cerveau sous influence. Quelles conséquences, de quelles influences est-il question ? Alors, il va être question d'alcool, effectivement, encore une fois. Il va être question d'émotion, puisque, comme l'a indiqué Marc, en fait, un contexte positif favorise l'apprentissage et, à l'inverse, un contexte négatif ou stressant va interférer avec les processus de mémorisation. On va aussi parler du cannabis, qui est assez banalisé et qui, pourtant, a des conséquences à long terme sur les cerveaux adolescents qui sont en plein développement. Et on va également parler des médicaments, puisqu'il y a certains médicaments, ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire qui entraînent des effets indésirables qui vont impacter à plus ou moins long terme en fait, la mémorisation, et notamment certains somnifères qui ont été pour certains reliés dans une étude assez récente à un risque plus accru de développer la maladie d'Alzheimer notamment. Eh bien, écoutez, ça donne envie. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on rappelle donc que cette semaine a lieu du 12 au 18 mars. Tout le programme, on le retrouve sur le site semaine-du-cerveau.fr. Un dernier mot ? C'est l'idée de mettre en lumière également à Rennes l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, qui regroupe les équipes neuroscientifiques de haut niveau et tous les cliniciens qui travaillent autour des maladies du cerveau. Voilà. Donc un rendez-vous à ne pas louper, tout le programme sur le site internet semaine-du-cerveau.fr. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. Demain, c'est un événement, c'est la sortie dans les bacs d'un nouvel album de Santa Cruz, Now on Here, ici et maintenant. C'est une ode au présent, finalement, Pierre Vital, ou pas ? Oui, c'est une ode au présent. Je ne sais pas, parce que le présent, je ne sais pas si j'ai envie de lui faire une ode, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de le célébrer, mais en tout cas, on voulait dire que cet album, ça représente l'avancée du groupe jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, et on avait envie comme une photo du groupe aujourd'hui. Et dire aussi que c'est plus le même groupe qu'il y a 15 ans. Mmh. Alors il y a aussi une double lecture un petit peu dans ce titre. C'est un jeu de mots à l'anglaise. Now on here, c'est une expression. Ça veut dire. Disons que now on here, c'est ici, c'est maintenant et ici. Et puis quand le colle, ça fait nowhere, c'est nulle part. Donc bon voilà, c'était une petite image comme ça qui parle un peu d'aujourd'hui aussi. Est-ce que aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça va et dans quel sens, si on va dans le sens du progrès ou d'une régression sur plein de plans. Donc ça parle de ça aussi, ouais. C'est vous qui écrivez les textes dans le groupe Pierre Vital. Il y a une volonté d'engagement dans vos chansons ? Même si ce n'est pas vraiment dit comme ça, mais... Non, il n'y a pas de volonté d'engagement parce que ce n'est pas des chansons engagées du tout. Mais en tout cas, j'essaye d'injecter de l'actualité, des thèmes contemporains dans les chansons, par le biais de métaphores poétiques, choses comme ça. Donc on peut comprendre ça si on lit les textes avec cette idée-là en tête, on peut le voir. Mais sinon, ce n'est pas évident. On peut lire entre les lignes, comprenne qui pourra, c'est ça. On va regarder tout de suite un extrait justement du clip du nouvel album Radio Talking, le morceau Radio Talking, et c'est une réalisation de Richard Dumas et Amaury Volslion. There was a party here last night and the radio's still on. Gets a little easier each time, leaving alone, laying on the bathroom floor, my head is gone, thinking about the time when you were here with me. There ain't no rainbow in the sky when you're in the dead of the night. I'm moving to breath back in time, halfway to your heart. Oh, I don't think the fault is all mine. It seems we've all been crazy here. Seems we've made mistakes, standing down there in the flakes to disappear. Oh, it hurts hearing all these words coming from you. However close we've been sometimes, we never met. There ain't no rainbow in the sky when you're in the dead of the night.
the sound of snow walking, or some friendly voices calling. If I'm moving to breath back in time, I'm standing halfway to your heart. Oh, I don't think the fault is all mine, and the spell won't be broken by the sound of snow walking, or some friendly voices calling. Time will wash everything away. Radio Talking, extrait du nouvel album de Santa Cruz, Now on Here, qui sort demain et qu'on nous présente donc en avant-première. On a beaucoup de chance, 11 titres. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier sur cet album ? Le titre The Pilot Is Me, c'est un titre dont on est assez content au niveau de la composition musicale et pour ma part du texte aussi. En l'occurrence, là, on peut dire que c'est une métaphore de l'époque. C'est-à-dire, je pars du fait divers de ce pilote qui va planter son avion avec tous ses passagers dans les Alpes. Et donc, voilà, ça me fait penser à Trump qui est aux commandes d'un avion et qui nous emmène tous avec lui à la cata. Donc, voilà, c'est vraiment là une rencontre entre un fait divers et puis ça permet de parler aussi de comment dire de thèmes comme effectivement les sensations qu'on peut avoir sur la réalité. Est-ce que c'est la réalité qui change ou c'est nous qui perdons pied, etc. Donc voilà, dans le texte, voilà, métaphysique. Voilà. Est-ce que c'est un album dont vous êtes très fier dans le groupe ? Oui, on est fiers de cet album-là parce qu'on s'était mis des ambitions assez fortes. On voulait travailler avec un réalisateur qu'on appréciait. On voulait avoir des arrangements de cordes, un quatuor à cordes, etc. On a réussi à aller au bout de toutes ces envies-là. Et donc, voilà, c'est aussi le résultat de 2 ans de travail, de travailler avec, de collaborer avec des gens qu'on admirait aussi. Joseph Racaille, Yann Capel. Vous avez toujours su bien vous entourer, ça, depuis le début. Hein. Voilà, et puis plus ça va, et puis on abaisse nos limites ou nos freins à aller vers des gens qu'on admire. Et puis à chaque fois, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison à être impressionné, puisque ces gens-là travaillent comme nous dans la passion de la musique et tout ça. Donc, voilà. Dans l'exigence, hein, voilà. c'est bien. Et avec beaucoup de talent. Donc Santa Cruz, Now on Here, il y aura des concerts à venir très prochainement. Oui, on joue le 1er mars à la Maroquinerie à Paris pour fêter la sortie du disque, le 2 mars à Rennes au 88 Live Club, et puis il y a pas mal d'autres dates dans l'Ouest, surtout le mois de mars, et les gens peuvent trouver ça sur notre site santacruz.fr. Eh bien, parfait, pas de problème. Bon, on va faire un petit retour en arrière. On va inaugurer, si vous le voulez bien, une nouvelle rubrique vintage et tout. Ça, on va tout de suite recevoir Pascal Guisset. Bonjour Pascal. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors à tous. vous êtes restaurateur de profession, mais ce matin on ne va pas parler de gastronomie, mais plutôt d'objets anciens, car vous êtes un collectionneur passionné, on va le découvrir dans quelques instants, et c'est pour cela que vous êtes sur ce plateau. Alors on inaugure cette rubrique, de quoi vous allez nous parler ? Eh bien on va parler du rasage. Savez-vous depuis quand on se rase ? Depuis combien de temps on se rase ? Eh ben, vous allez nous éclairer. Eh ben, ça fait plus de 1000 ans en fait qu'on se rase. Alors les premiers rasoirs étaient confectionnés en silex, en bronze, parfois en or, avant le fer en fait.
Alors, ça ne devait pas être très pratique. Quand est apparu le fameux coupe-chou? Alors le coupe-chou est arrivé, donc le coupe-chou, que je vais vous montrer là tout de suite, le coupe-chou est arrivé au XVIe siècle. Il restera pendant plus de 400 ans l'ustensile de rasoir, de rasage pendant donc plus de 400 ans. Donc avec le coupe-chou, excusez-moi, parce que c'est dans ma petite mallette, voilà. Donc ce fameux coupe-chou, alors montrez-nous bien la caméra, voilà. Mettez-le bien donc le coupe-chou, le voici, donc avec son affiloir donc en cuir qui permettait donc de bien aiguiser la lame, et puis le savon à barbe. Alors il y en a un dedans, je vais vous le montrer. Bon, il est vieux, il a vécu. Donc celui-là il a vécu. Il ne faudra pas s'en servir aujourd'hui. Et avec l'apparition du coupe-chou, on a aussi l'apparition des barbiers. Ben oui, alors justement, même si le coupe-chou est revenu à la mode chez les barbiers aujourd'hui, qu'est-ce qui a succédé finalement au coupe-chou? Alors ce qui a succédé au coupe-chou, c'est le rasoir dit de sûreté en 1880, inventé par les frères Frédéric. Alors c'était le premier rasoir qu'ils ont inventé, c'était un peu un modèle comme ça, mais avec simplement d'un côté une lame. Et c'est en 1895 qu'en fait Gillette a inventé ce rasoir à double lame. Donc, et pourquoi le rasoir de sûreté? Parce qu'en fait, à l'instar du coupe-chou qui était quand même relativement assez dangereux, le rasoir de sûreté, lui, la lame était enfermée dans une partie métallique qui permettait de moins se couper. On avait moins de possibilités de se couper avec ce genre de petit rasoir. C'est l'ancêtre du Bic jetable en fait, ça. Grosso modo, c'est l'ancêtre du Bic jetable, puisqu'en fait Gillette est encore une marque aujourd'hui extrêmement connue par chez nous en fait, en France. Alors, le rasoir électrique, il a été inventé quand, lui? Alors, le premier rasoir électrique a été inventé, le premier brevet, on le trouve en 1898, mais la vraie commercialisation a été faite par John Schick en 1929. Alors, il inventa un rasoir, alors un peu dans ce style-là, donc un rasoir avec une grille, et une grille avec des lames qui se déplaçaient latéralement, en fait. Et donc ça, c'était aux États-Unis. Et en Europe, c'est la firme hollandaise Philips qui, elle, inventa le premier rasoir à tête rotative. Voilà, beaucoup plus, donc voilà, les têtes rotatives comme ça, beaucoup plus confortables pour se raser, en fait. Voilà. Alors après l'invention de l'électrique, est-ce qu'on innove encore ou alors on s'arrête là? Alors non, on ne s'arrête pas là. En 1960, une marque qu'on connaît encore aujourd'hui, la marque Remington, qui va inventer le premier rasoir rechargeable sans fil. Ah ouais. Alors, la plupart des rasoirs électriques qu'on a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sont tous rechargeables et sans fil, avec les innovations qui, en fait, aujourd'hui, vous pouvez aller sous la douche avec, et certains ont même le gel de rasage à l'intérieur. Et puis après, l'évolution donc de ce petit rasoir de sûreté, ça va être en 1971 où en fait ce ne sera plus qu'un seul manche, et au lieu d'avoir cette partie dessus, on va venir clipser dessus carrément des lames qu'on va pouvoir jeter une fois qu'elles seront usées. Et en 1974, vu l'évolution et les coûts de production beaucoup plus bas, on va inventer le premier rasoir jetable complètement. Voilà. En 1975, on va nous inventer le premier rasoir jetable à tête pivotante pour épouser un peu plus la forme du visage. Et c'est en 1975 qu'apparut le premier Bic. Mais le premier Bic, lui, était avec une seule lame, parce que Bic, à l'époque, disait qu'on n'avait besoin que d'une seule lame pour se raser. Ah bah écoutez, mais quelle histoire, c'est fabuleux. Alors, est-ce qu'il y a un nom d'ailleurs pour l'art du rasage? Tiens, ça m'intrigue. Alors, on appelle ça la pogonotomie. La pogonotomie, ça vient du grec pogo. C'est pas l'art du pogo, non? Non, pas du tout. Pogonotomie, donc c'est donc ça vient du grec pogo qui veut dire barbe et temno qui veut dire couper. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous avez pu voir qu'en fait, la barbe est de retour. Et donc, il a fallu, et on appelle ça à la mode des hipsters, donc il a fallu que les professionnels s'adaptent. Donc aujourd'hui, la tondeuse qu'on avait servait avant à couper les cheveux. Maintenant, on a des tondeuses qui vont vous servir à vous tailler, entretenir votre petite barbe de 3 jours, des barbes plus épaisses. Et avec le retour de la barbe, ont réapparu les barbiers. Vous avez pu voir qu'aujourd'hui, on a plein de barbiers partout. Et le retour
de ce fameux coupe-chou. Voilà. Le coupe-chou, à la différence près que le coupe-chou d'aujourd'hui, lui, a une lame jetable. Voilà. Retour à la case départ, ou presque. Pratiquement. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. De rien, ça vous inspire quoi, tout ça, messieurs? Je ne sais pas trop quoi dire. Marc, on n'arrête pas le progrès. Je pense que vous dites le rasage, ça date d'il y a 1000 ans, mais alors les Romains, ils n'étaient pas tous barbus? Comment ils faisaient? Ah bah alors là, je peux pas vous dire. En fait, moi, dans les recherches que j'ai faites, c'est voilà, ils commençaient à se raser comme ça. Ils ont, ils s'épilaient alors peut-être. Peut-être, ouais, c'est possible. Et peut-être les ciseaux sont plus vieux que les rasoirs. Eh ben, peut-être. Ce sera votre prochain travail pour votre prochaine chronique. Ce sera sur les ciseaux. Allez hop. Faire une recherche sur les Romains. Merci beaucoup à tous. Eh bien, écoutez, nous arrivons dans le moment du débriefing de cette émission. Et nous accueillons tout de suite notre chère Catherine Bossard. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'avoir permis d'observer cette émission dans le cadre de mes recherches scientifiques que je vous montrerai lors de la semaine du cerveau. Et bien sûr, dans les bars en sciences où je ferai également des audiences muscadets pour partager mon savoir scientifique. Donc, merci à vous. Alors, on va essayer de ne pas être rasoir. Voilà, première blague. La science peut être marrante également. Moi, j'étudie les effets de l'enfermement sur le cerveau et vous allez voir, je vais essayer d'être le plus clair possible, notamment en ce qui concerne l'enfermement, par exemple, dans un studio, le studio Cocoon. Comment le cerveau réagit? Est-il créatif? Fait-on appel au néocortex ou plutôt au paléocortex? Bon, bah là, a priori, ça a bien marché. Vous connaissez tous le chat de Schrödinger, bien sûr? Non, personne? D'accord. Alors, si vous n'avez pas des bases de physique quantique, ça va être difficile. Mais le chat de Schrödinger, donc Erwin Schrödinger, qui est un scientifique autrichien du début du XXe siècle, avait enfermé un chat dans une boîte. Et puis, il y avait un poison qui se déclenchait. Et puis, est-ce que le chat était mort ou vivant? Il ne savait pas. Tant qu'il n'avait pas ouvert la boîte, le chat était forcément à la fois mort et vivant. Bref, bon, je ne vais pas vous refaire une culture en physique quantique parce que ça va être un peu foufou. Mais est-ce que vous aviez un groupe ou pas? Eh bien, il a fallu ouvrir le studio avant de savoir que vous aviez un groupe de musique. Voilà, là on a un beau néocortex, on a beaucoup du cognitif, du créatif, c'était très beau. Pareil pour l'enfermement dans une région, dans le Kreisbreise, ça aussi stimule le néocortex, où on voit tous ces jeunes qui font de la musique, c'est merveilleux. Par contre, quand on part sur de l'enfermement dans une boîte en métal, à savoir l'automobile, on stimule plutôt le cerveau limbique. Le paléocortex, où là, c'est des instincts très primitifs, reproduction, conservation, tout le monde le sait, et nutrition. Donc là, vraiment, on a peut-être des problèmes d'incivilité vraiment dans l'enfermement d'une boîte en métal. Et d'ailleurs, plus la voiture est chère, plus le cerveau limbique est vraiment stimulé. Voilà. Donc ça, c'est scientifique, ce que je vous dis. Donc voilà, à bientôt, Merci, en tout cas, à l'apéro muscadet pour le détail. Voilà. Vous n'avez pas du tout été rasoir, pas de soucis. Oh bah merci, c'est gentil. À la semaine prochaine. Ah bah non, à demain du coup. Oui. Je serai là demain également. Demain. Alors, nous, pour aujourd'hui, écoutez, tout de suite, ça va être Anto Lagade ce midi, puis le journal présenté par Éric Pinault. Dans votre titre, nous ferons le point d'abord sur les grèves à la Poste. En football, nous reviendrons sur le mercato qui s'est achevé hier soir. Et puis, nous découvrirons un Océanopolis entièrement rénové à Brest, donc. Demain, vendredi, dans cette émission, nous recevrons Emily Blaine. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, cette jeune Bretonne est devenue en quelques années la reine incontestée de la romance moderne, avec désormais 7 livres publiés chez Harlequin et 300 000 exemplaires vendus. Un véritable phénomène de librairie sera sur notre plateau demain matin. Voilà, on vous souhaite à tous une excellente journée par rasoir, avec le cerveau qui fonctionne bien et tout ça. Voilà, belle journée à tous, à demain.